Chers amis, Statophobe, bonjour! et bienvenue sur Vulgarstat. C'est quoi le concept? Vulgarstat, c'est des vidéos de vulgarisation statistique pour les gens qui font de la biologie, de l'écologie, de l'agronomie, De la démographie, de la psychologie, de la géophysique, de la sociologie, de la métrologie, de la génomique. bref, tous les gens qui doivent utiliser des outils statistiques mais qui ne comprennent pas grand chose ou tout simplement qui n'aiment pas ça. Ici, pas de formule mathématique imbitable, mais plutôt des explications concrètes, intuitives et surtout bien imagées. Vous allez voir, quand on se représente bien les stats, c'est pas si compliqué que ça. Alors par contre, je préfère vous prévenir, ça va aller vite. Donc n'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière ou même à regarder la vidéo une autre fois pour être sûr de tout bien comprendre. Vous êtes chaud? Ok, ça fait bien plaisir, mais avant de commencer, on va très rapidement poser quelques bases pour être sûr qu'on parte avec le même b.a.-ba. Et pour ce faire, rien de mieux qu'un petit exemple des familles. Imaginons que l'on s'intéresse à la hauteur des blés dans un champ. Bon, là il est tout petit le champ parce que sinon mon ordi plante, mais il faut l'imaginer beaucoup plus grand. Pour en savoir plus sur cette hauteur, on va aller prélever des blés un peu partout dans le champ de manière aléatoire, ça va de soi. On procède donc à un échantillonnage dit aléatoire et simple. Mettons qu'on ait prélevé une trentaine de blés. On va, comme vous vous en doutez, reporter leur taille sur un histogramme. Un histogramme c'est ça, en abscisse on met notre variable mesurée, ah oui la taille c'est une variable parce que ça varie d'un blé à l'autre, et en ordonnée on met le nombre de tiges qui ont eu ces tailles. Donc nous, on a 3 blés qui font entre 65 et 70 cm, 7 entre 70 et 75 cm, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Avec suffisamment de blé, notre histogramme prend la forme d'une cloche. Et cette cloche, c'est quoi? C'est le principe même de la loi normale. Bon, là, j'avoue, j'ai un peu triché pour que ça fasse une belle cloche. Mais de toute manière, je suis pas vraiment allé faucher du blé, donc bon. Bref, la loi normale, ou la gaussienne, ou la courbe de Gauss, c'est un peu la base de la base en statistique. Alors forcément, on va s'attarder un peu dessus. Déjà, la première chose à faire avec cet histogramme, c'est de standardiser notre échelle des ordonnées. Parce que là, ça dépend carrément du nombre de blés qu'on a prélevé en tout. Si j'en avais prélevé 2 fois plus, ça aurait eu cette tête. Du coup, on va diviser tous nos effectifs par le nombre total de blés prélevés pour se retrouver finalement avec le pourcentage de mes blés qui ont eu cette taille. En faisant ça, je garde exactement la forme de ma cloche, mais je standardise sa hauteur entre 0 et 1, ou entre 0 et 100%, c'est pareil. Si j'avais eu la moitié de mes échantillons à 77 cm et l'autre à 82, j'aurais eu 2 barres de hauteur 0,5. Dans ce cas-là, la probabilité de tirer un blé de 77 cm dans un sac contenant tous mes échantillons aurait été de 0,5. Et oui, j'ai bien dit probabilité. Parce qu'en fait, parler du pourcentage des blés qui ont une hauteur comprise entre 75 et 80 cm, c'est ni plus ni moins la probabilité de tirer cette taille si je mettais tous mes échantillons dans un même sac. Et cela revient grosso modo à regarder l'air sous la courbe entre ces deux valeurs. Et cette aire, elle est facile à calculer, enfin pour les ordinateurs. Parce que la courbe de la loi normale, que l'on appelle densité de probabilité, est parfaitement décrite par une équation, celle-là. Mais rassurez-vous, on va pas se prendre le chou avec. Encore quelques petites précisions sur ce qu'on vient de faire. En passant d'un histogramme à une courbe de densité de probabilité, on est passé d'une échelle discrète à une échelle continue au niveau des tailles de blé. Et enfin, notons que l'air sous la courbe est tout le temps, je dis bien tout le temps, égal à 1. Ça revient à dire que la probabilité qu'un blé de notre échantillon se situe sous cette courbe est de 1. Voilà, ça c'est dit. Bon, concentrons-nous sur cette loi normale. Pour décrire une loi normale, il nous suffit simplement de 2 trucs, ou 2 paramètres. Premièrement, la moyenne, classique. C'est la valeur qui correspond au centre de notre cloche. Si on avait eu des blés plus grands, notre loi normale aurait été décalée vers la droite. La moyenne sert donc à décrire la position de la cloche sur l'axe des abscisses. Petit aparté, on voit bien que la loi normale est symétrique, ce qui veut dire que la médiane, la valeur pour laquelle 50% des tailles sont en dessous et 50% au-dessus, doit être très proche de la moyenne. Et deuxièmement, l'écart-type, ou la variance, c'est quasi pareil. L'écart-type, ça sert à décrire la dispersion de nos données et donc la forme de la cloche. Plus l'écart-type est grand, plus nos blés ont des tailles différentes et plus la cloche est large. Comme l'air sous la courbe doit toujours rester égal à 1, plus la hauteur de la cloche est basse du coup. Et puis la variance, c'est l'écart-type fois l'écart-type au carré. Donc ça représente la même chose mais en plus amplifié dirons-nous. Il suffit de voir comment se comporte notre variance quand on augmente l'écart-type. Et voilà, avec ces 2 paramètres, on est capable de décrire entièrement une loi normale. En maths, notre exemple s'écrira donc comme ceci. La taille suit une loi normale de paramètres moyenne et écart-type. Comme les matheux aiment bien codifier leurs formules, ils noteront ça plutôt comme ceci. La variable x suit une loi normale de paramètres mu, la moyenne des tailles de blé de notre champ,
et sigma, l'écart type des tailles de blé de notre champ, si on parle de l'écart type 1, ou mu et sigma carré si on parle de la variance. Mais attendez, là, on vient de parler de la moyenne et de l'écart type des tailles de blé de notre champ. Mais nous, ce qu'on a calculé, c'est la moyenne et l'écart type de notre échantillon, pas de notre champ complet. Et oui, en effet. En fait, en mesurant nos échantillons, on a calculé une estimation de la vraie moyenne mu, que l'on va appeler mu bar, et une estimation du vrai écart type sigma, que l'on va appeler S. Les vrais paramètres mu et sigma du champ nous sont en réalité inconnus. Et j'ai envie de dire, heureusement pour les contractuels terrain qui auraient dû faucher toute la parcelle à la main sinon. Mais du coup, comment on généralise ces estimations à la parcelle complète? Alors, pour l'écart type estimé S, ou plutôt la variance estimée S carré, on sait que notre estimation classique, cette formule, est légèrement biaisée et va avoir tendance à sous-estimer un poil notre vraie variance, celle du champ. Si on imagine que la vraie variance du champ est ici, on estimera avec cette formule des variances qui tomberont plutôt dans cette zone. Pour corriger ce biais, il suffit d'appliquer une petite correction à notre calcul de variance, comme ceci. Hop, n c'est le nombre de blés de notre échantillon, et on n'est plus biaisé. Bon, on tombera jamais pile sur la vraie bonne variance du champ, mais c'est déjà mieux. Notre nouvel estimateur de la variance que l'on note maintenant comme ceci est le meilleur que l'on puisse calculer. Donc c'est celui-ci que l'on utilisera pour parler de la variance des blés de notre champ. Et rassurez-vous, tous les logiciels qui vous calculent des variances le font naturellement, donc pas besoin de vous en préoccuper. Pour l'estimation de la moyenne, que l'on appellera mu bar, là c'est différent. On n'a pas de meilleur estimateur que celui de base. Mais on aimerait quand même bien savoir où se balade notre vraie moyenne mu. En fait, le top, ça serait d'avoir un intervalle de confiance autour de notre estimation, où l'on soit sûr à, mettons 95%, que notre vraie moyenne se situe dedans. Pour bien comprendre comment on construit cet intervalle, on va imaginer que l'on répète la même expérience sur la même parcelle mais avec d'autres blés échantillonnés. Je fauche, je mesure, j'ai une estimation de la moyenne et je la mets dans mon nouvel histogramme. Je fauche, je mesure, j'ai une autre estimation de la moyenne, etc. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Une loi normale. C'est un peu une loi normalception en fait notre truc. Le fait que l'estimation de la moyenne suive elle aussi une loi normale, en vrai ça a un nom, ça s'appelle le théorème central limite, mais moi je trouve ça plus simple de se le représenter comme ça. Donc, quand on a fauché des blés la première fois, c'est comme si on avait tiré une estimation de la moyenne dans cette loi normale. Et cette loi normale, on la connaît très bien. On dira même que notre estimation de la moyenne suit une loi normale de paramètre mu, la vraie moyenne du champ, et d'écart type S sur racine de n. Ou bien une loi normale de paramètre mu et de variance S carré sur n. Alors oui, pour ceux qui ont suivi juste avant, il faudrait écrire non pas S, mais Sn-1. Mais comme c'est un peu relou, personne ne le fait. Petite parenthèse hyper importante, cet écart type, on l'appelle l'erreur type, ou Standard error en anglais. Donc faut pas confondre écart type, qui se réfère à notre échantillon, et erreur type, qui se réfère à l'estimation de la moyenne. Parenthèse finie. Je disais donc que cette loi normale, on la connaît bien, et ça c'est plutôt cool parce qu'on va être capable de prédire l'intervalle dans lequel se balade notre vraie moyenne, celle du champ. En effet, de manière générale, dans une loi normale où les paramètres sont estimés avec au moins 30 mesures, si je prends l'intervalle formé par ma moyenne à plus ou moins 1,96 fois l'écart type, je suis sûr d'avoir 95% de mes valeurs. On verra dans une autre vidéo pourquoi. Donc pour nous, dans cette loi normale qui représente la probabilité de l'estimation de la moyenne, si je prends l'intervalle entre ma vraie moyenne, que je ne connais toujours pas, et 1,96 fois l'écart type de cette loi normale, donc 1,96 fois l'erreur type, je suis sûr à 95% que cet intervalle contient mon estimation. Donc là, vous allez me dire, c'est cool, mais ça sert à rien parce qu'on connaît toujours pas notre vraie moyenne. Alors oui, mais non. Parce que par la magie des mathématiques, notamment grâce à cette démonstration, pour ceux que ça intéresse, faites pause, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que l'on peut affirmer que cet intervalle, centré sur mon estimation plutôt que centré sur ma vraie moyenne, contient avec une probabilité de 0,95 ma vraie moyenne. Et ça c'est chouette. Cet intervalle s'appelle l'intervalle de confiance de la moyenne à 95%. On aurait aussi pu calculer l'intervalle de confiance à 90%, à 99%, etc. À condition de remplacer notre 1,96 par autre chose, bien sûr.
Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la loi normale. Dans cette première vidéo, on aura donc vu comment tirer le maximum d'informations sur notre population à partir d'un échantillonnage aléatoire et simple, et ce, quand la variable mesurée suit une loi normale. On aura notamment vu comment on estime ses paramètres, c'est-à-dire son écart type et sa moyenne, et son intervalle de confiance à 95%. Forcément, on peut se demander à quoi ça sert, et je vous répondrai que sans cette modélisation, les statistiques, on n'en ferait pas grand-chose. Et surtout, cette base va nous servir par la suite à comparer des populations entre elles, en réalisant les fameux tests statistiques qui feront l'objet des prochaines vidéos. Et puis aussi, si on élargit un peu, on a vu ce qu'était en réalité une loi de probabilité. Et ça, c'est hyper important parce que la loi normale, c'est pas la seule qui existe. Tout ne suit pas une loi normale, et dans d'autres situations, on se retrouvera avec des lois de probabilité différentes, et qui ne se paramètrent pas de la même manière. Des lois binomiales par exemple, ou des lois de Poisson, de Student, de Fisher, etc. Donc c'est hyper important pour la suite de bien comprendre ce que représente une loi de probabilité et ses paramètres. Voilà, c'est tout pour le moment. Comme je le disais au début, le rythme de la vidéo est rapide parce que j'aimerais profiter de vos fameuses 10 minutes de concentration. Donc n'hésitez pas à la regarder une autre fois ou à y revenir plus tard. Et comme le disent les youtubeurs, aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis statophobes, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Facebook et tous ces trucs du genre. Encore mieux, soutenez-moi sur Tipeee, et... À demain, si vous le voulez bien!